Le temps de l'info, c'est le temps de Philippe Pujol désormais. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous êtes auteur plus précisément de Cramer les enfants du monde. Ça sort aux éditions Julliard. Après la fabrique du monstre, après la chute du monstre, le lauréat du prix Albert Londres, c'est en 2014 que vous êtes, vous publiez ce livre sur ces jeunes Marseillais qui sont pris dans la délinquance, dans la drogue, dans la prostitution aussi parfois. Et encore, quand je dis pris, c'est des destins brûlés à vif. C'est pour ça qu'ils sont appelés les Cramés. Ils s'appellent Entre les Cramés. Ça, vous allez nous le raconter. L'actualité, elle nous amène vraiment tout droit vers votre livre. On en a parlé dans cette émission. Plus de 80 packs de plomb ont été découverts mardi sur la façade du collège Stéphane Mallarmé à Marseille précisément, poussant donc les enseignants à user de leur droit de retrait. Pour cette trentaine d'enseignants, pourtant, la plupart rompus aux conditions de travail dans cette zone-là, il n'est plus possible d'accueillir sereinement des enfants, de travailler, de vivre dans cette zone. La situation, elle s'aggrave en ce moment même. La situation fluctue parce qu'en 2010, par exemple, au Clos La Rose, il y a eu des très gros problèmes. Il y a eu le renouveau, je dirais, du fonctionnement des stupes. Il y avait eu un meurtre d'un garçon qui s'appelait Jean-Michel Gomez, qui est le premier gamin de 14-15 ans qui se fait tuer sur un fauteuil de dealer et qui n'est pas un gros bandit. Donc ça part du Clos La Rose déjà. C'est une cité où les réseaux de stupes ont toujours été agressifs. Il y a différentes méthodes de travail pour les réseaux et là, ça a toujours été une stratégie d'agressivité. Il y a une fac pas très loin, donc il y a un métro, donc il y a de la clientèle. Quand je dis à la fac, il y a de la cocaïne qui va avec, tout simplement, pour la performance dans les études, pas du tout pour le festif. Et donc c'est une cité qui tourne bien, et c'est une cité aussi où il y a beaucoup de monde et beaucoup de misère. Donc il y a beaucoup d'exploitation des gens de la cité pour trouver une main d'œuvre pas chère, voire gratuite. Et une des méthodes qui est mise en place pour avoir une main d'œuvre gratuite et pas chère, c'est de créer le chaos, c'est de créer des tensions permanentes. Donc là, c'est ce qui doit se passer comme d'habitude, c'est-à-dire le Clos La Rose, ça a toujours été ça, c'est beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension pour sélectionner les gens vulnérables pour qu'ils restent et les gens qui ont les capacités de partir, qui ne sont pas vulnérables, s'en vont de la cité. Et parmi ces gens vulnérables, il y a donc ces jeunes qui sont récupérés par le trafic pour les points de deal, les Cramés. Les Cramés, c'est le nom que vous leur donnez, c'est le nom qu'ils se donnent entre eux. C'est ça, peut-être que vous pouvez nous raconter pour commencer. Vous dites notamment, en vous lisant, tous les malheurs les ont consumés totalement. Il n'en reste que du charbon. Ils dealent le charbon, mais ils sont eux-mêmes le charbon. Et en fait, ils font tourner la machine. C'est le charbon qui fait tourner cette machine des stupes et qui, en plus, après, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire à qui profitent les stupes. Alors, les stupes eux-mêmes, les sous, ça profite à quelques très gros dealers. J'estime une cinquantaine sur Marseille, peut-être 200 ou 300 en France. Ça, c'est ceux qui font de l'argent, des gros dealers, riches à millions. Et ensuite, ça va profiter derrière, ensuite, politiquement à certains, dans différentes manières. Ça va profiter aussi économiquement à certains groupes économiques. Par exemple, les quartiers populaires qui sont détériorés en permanence, il y a de la rénovation urbaine tout le temps. Donc, il y a le BTP qui en profite. Donc, il y a tout un système qui n'est pas pensé comme tel, mais tout un système qui fait que résoudre la situation du trafic de stupes n'est réellement pas la priorité aujourd'hui. Il y a un point intéressant, et pardon, vous vous répétez peut-être, mais c'est important de le dire. Il y a le mythe de l'argent facile. Ces gamins, pour le dire vite fait, c'est Cramé, ils vont chercher de l'argent, ils veulent se faire du fric, et donc ils sont happés par le trafic. Sauf que ces petits chouches des cités, parce que c'est aussi leur surnom, ils touchent rien en fait. Ils sont utilisés, ils sont essorés jusqu'au bout eux aussi. Ça peut surprendre et puis c'est pas ce qu'on a l'impression de voir quand on regarde dans un premier temps les réseaux de stupes. Quand on passe, pour ceux qui vont acheter, ils voient pas ça, et pour ceux qui regardent ça de loin, ils ont l'impression qu'il y a beaucoup d'argent. En fait, oui, il y a beaucoup d'argent, mais en fait, il y a 200 000 personnes qui bossent dans les stupes par an. En France, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il y en a en gros 20 000 qui bossent à Marseille. S'ils gagnaient tous entre 3 000 et 8 000 euros, ça serait de la concurrence qu'on créerait au gros. Et en fait, c'est pas du tout un système redistributif, le système de l'argent, de la drogue. Donc, le système de la drogue, c'est beaucoup d'argent, ça c'est une réalité, mais beaucoup d'argent qui vont que pour très peu de personnes. Et donc pour ça, il faut organiser l'endettement des jeunes. Au début, on les attire en leur achetant des choses, en les payant convenablement, voire bien. Donc ils se fringuent bien. Et il y a toute la culture shit là qu'on peut voir dans le rap, toute cette culture bling bling. Mais après, dans un second temps, on va leur créer par plein de méthodes des dettes, en leur disant il y a un trou dans la caisse, c'est ta faute. La police est passée, c'est ta faute. Il y a des saisies, il faut rembourser, etc. Et plein de méthodes. Ils sont coincés. Et ils sont coincés. Une fois qu'on est endetté, il y a une forme de cavalerie, c'est-à-dire la cavalerie, c'est quand pour rembourser, on fait autre chose, on rembourse, mais on doit encore plus, etc. Donc pour se refaire,
on passe son temps à faire des mauvais choix. Et c'est là qu'en plus, il va y avoir de la forte concurrence et pour qu'on arrive à des années où ils s'entretuent avec beaucoup de morts. Je vais vous poser une question qui est peut-être un peu sensible, mais qui est très représentative, vous savez, du débat sur la culture de l'excuse dans notre pays. Pour vous, ils sont victimes ou ils sont coupables ? Pour moi, ils sont judiciairement coupables à la fin, ils font en tôle, à partir du moment où ils sont hors la loi. Mais pour moi, ils sont sociétalement coupables. Et donc, si on réfléchit maintenant... ils sont victimes sociétalement. Oui, pardon, sociétalement victimes et judiciairement coupables. C'est-à-dire, il n'y a pas c'est le bien ou le mal. Ça n'existe pas, ça. Le bien et le mal n'existent pas. En fait, si on veut éviter... Je prends un exemple très concret. Il y a eu un tueur en 2023 qui s'appelait Matteo, tout le monde en a parlé, un gamin qui a tué au moins 8 personnes et qui s'en vantait sur les réseaux sociaux. Il existe vraiment. Donc lui, il n'est pas victime. Il doit être en tôle et pour longtemps. Sauf qu'au début, c'est un gamin qui a une appétence à la violence que les réseaux de stupéfiants vont repérer et ils vont le faire monter en violence en lui donnant de la cocaïne, en le félicitant et en le récompensant à chaque fois qu'on va lui faire commettre un acte de violence. Il faut que la société, donc des organismes, la PJJ, la santé mentale, il faut que la société travaille pour que ces gamins-là ne montent plus, ne deviennent plus des tueurs à la fin. Et donc ça, c'est très important de le faire, parce que si on ne le fait pas, si on se contente de mettre en prison à la fin le tueur, on aura toujours des tueurs. Il faut peut-être, dès le début, prendre à la source pour que ça n'arrive pas. Et le consommateur des beaux quartiers, alors Alors ça, c'est un mythe aussi. C'est-à-dire que la consommation, il y a très peu de récréatifs. Enfin, moi, je le vois sur les réseaux. Moi, je passe beaucoup de temps dans les réseaux de stup où je suis accepté dans la plupart. Ils me connaissent, ils font des snaps avec moi parce qu'ils me reconnaissent, ils m'ont vu à la télé. La consommation, c'est 2 catégories. C'est ceux qui sont là parce qu'ils sont sous anxiolytiques, c'est-à-dire ceux qui prennent du cannabis parce que c'est un antidépresseur. Donc c'est une société anxiogène qui les amène jusque-là, dans des quartiers compliqués. Il y en a aussi dans les beaux quartiers aussi. Et après, il y a la cocaïne, c'est la performance. Donc on a de plus en plus de métiers comme le BTP où ça prend de la cocaïne. On a tout l'immobilier ils prennent et ça, mais c'est les étudiants. Et ça, c'est la performance. Et ça, c'est la masse de la consommation. Et ça devient de l'addiction. Parce qu'un réseau de stup, il marche sur l'addiction. Il ne marche pas sur 2-3 trucs de récréatif. Il faut de l'addiction pour avoir beaucoup d'argent. Donc le récréatif, quand on pointe du doigt de ceux qui s'amusent, qui existent, mais c'est une toute petite partie. Donc ça veut dire que pénaliser celui qui est sous addiction, c'est perdu d'avance, puisqu'il y a une addiction. On ne va pas dire à l'alcoolique arrête de picoler. Il a envie d'arrêter de picoler, mais il ne peut pas. Mais là, c'est la même chose. Donc il y a un travail de santé publique à faire sur les addictions. Mais face à ça, la réponse, vous voyez très bien le nouveau gouvernement, avec des réponses de fermeté, et notamment sur la question du narcotrafic, c'est plus de répression. On va réécouter Bruno Retailleau. Je ne vous demande pas de faire de la politique. Je vous demande juste de nous aider à avancer sur les solutions et sur les constats. Regardez. Je pense qu'on a besoin, encore une fois, sur le narcotrafic, d'un changement complet de cadre. Je pense qu'il nous faut une loi. Et vous savez, le narcotrafic, c'est 3 à 6 milliards d'euros par an. C'est énorme. C'est en train de gangréner. Il y a des coins, il y a vraiment des territoires perdus de la République. Il nous faut une loi. Il y a des territoires, ce sont des territoires perdus de la République. Ce sont des territoires exploités. C'est pas perdu. Il y a énormément Ils ont un intérêt politique parce que ces territoires, ils parlent des cités en fait, ils parlent des banlieues, sont des territoires où on a, depuis des années, la gauche puis ensuite la droite, ont totalement déconscientisé ces quartiers-là. Il n'y a plus de conscience politique. On ne sait pas ce qu'est la gauche, la droite, on ne sait pas ce qu'est le libéralisme, le communisme, on n'a aucune idée de rien. Donc dans ces quartiers-là, il y a très peu de gens qui votent et ce peu de gens qui votent, on les attrape avec du clientélisme. Donc ils sont exploités, c'est-à-dire que c'est un intérêt politique d'avoir ces banlieues-là qui ne votent pas. Parce que si elles votaient massivement, si demain tout le monde s'inscrit et vote, politiquement parlant, on ne sait pas où ça irait, mais ça irait pas dans le sens de M. Retailleau. Ça serait un problème pour lui, en fait. Donc, c'est très bien que ça continue à pas voter pour beaucoup de monde. Et donc l'idée, c'est de contenir, à maintenir une sorte de pression. Déjà un coupable, le réseau. Mais pour moi, le réseau de stupes, c'est pas le coupable, c'est le symptôme. C'est pas la même chose. Sur la réponse répressive, parce que tout le monde maintenant a en tête, on en reparle depuis hier, les fameuses opérations Place Nette. On l'a en tête, il n'y a pas si longtemps. Avec Emmanuel Macron, qui est beaucoup assis à Marseille, et puis donc ces opérations un peu massives où on va débusquer les narcotrafiquants, avec force caméra également.
Ça, c'est une partie de la solution. Je crois que je connais à peu près la réponse, mais je vous la pose quand même. Non, mais c'est important quand même, parce que déjà, ça existe depuis longtemps, puisque c'est à peu près au moment de Sarkozy qu'il y a les premières opérations comme ça. Elles changent de nom, mais elles se ressemblent. Et ça a un intérêt direct, c'est quand une opération est faite sur une cité, pendant 3 semaines, cette cité est apaisée et les gens sont bien pendant 3 semaines. Donc on améliore la qualité des gens, la qualité de vie des gens pendant 3 semaines. Mais au bout de 3 semaines, ça revient en place, puisqu'il y a tellement de cités, 150 à Marseille, donc imaginez à l'échelle française. Et donc, en termes de travail sur le trafic, ça sert strictement à rien. Par contre, ça fait du chiffre. On attrape des gens qu'on appelle dealers, on va avoir 1800 personnes, c'est des gamins, hein. C'est des gosses, ces petits choufs à 2 balles qui se sont fait choper, c'est comme je l'avais dit une fois au ministre de l'Intérieur, c'est les petits gros et ceux qui ont trop fumé et que vous attrapez parce qu'ils courent pas vite en fait. Ministre de l'Intérieur, vous avez dit ça ? C'était à Castaner. Et comment il a réagi quand vous lui avez dit ? Il était embêté. Il s'en fiche. Il m'a pas trop écouté. Oui, il s'en fiche parce que ça fait du chiffre. 1008, c'est pas mal à annoncer dans les médias. 1008, rien que sur Marseille, on a attrapé tant de délinquants. Oui, c'est des délinquants, mais en fait, vous n'avez pas attrapé des dealers. Les dealers, c'est la police judiciaire qui les attrape. Et là, ça arrive, hein, et c'est très important. Non, la réponse, elle se fait. Elle est tellement vaste, mais elle se fait à la fois, il va falloir penser une déréglementation, il y a plein de possibilités, il y a tout c'est pas magique, mais il y a plein de choses possibles. Déjà, il faut décriminaliser, c'est-à-dire rendre légal l'usage de la drogue, qui va permettre de faire un travail de santé publique sur l'addiction. Et ça peut se faire sur 4-5 ans. Après, une dépénalisation, c'est beaucoup plus long. Et après, il y a quelque chose à faire sur les vulnérables, c'est-à-dire tous ces gens qui tombent dans la consommation et ceux qui tombent dans le réseau. Ceux-là sont des gens vulnérables, comme je disais, qui se font attraper parce qu'ils sont faciles, comme le petit Mathéo qui est tombé dedans, qui sont faciles à exploiter derrière. Donc il faut faire un travail sur les vulnérables. Par contre, politiquement parlant, ça dure 10 ans. Donc il n'y a pas de retour direct, quoi. Alors vous ouvrez votre livre qui est très bien renseigné. En fait, vous êtes comme un sociologue, hein, quasiment, puisque vous vivez avec eux, vous avez été accepté par eux, ils vous parlent, etc. On voit qu'ils sont très très jeunes. Pendant les émeutes de l'été 2023, on parlait de gens très jeunes, de 14, 16 ans, qui allaient dans les émeutes, alors qu'habituellement, on ne les y voyait pas. Est-ce que vous voyez aussi une baisse de l'âge dans la délinquance à Marseille ? En fait, ils sont très jeunes depuis longtemps. Vous savez, ça fait à peu près 20 ans qu'on dit qu'ils sont plus jeunes chaque année. C'est-à-dire que maintenant, c'est des bébés éprouvettes, quoi. C'est-à-dire, à force de perdre un an chaque année, ils sont négatifs. C'est un cliché, en fait, c'est vrai. L'âge dans lequel on tombe dans la délinquance, c'est la 4e. C'est vers 14 ans. 13-14 ans. Quand on est plus jeune, à part quelques rares cas, on n'est pas assez dégourdi pour être délinquant. C'est-à-dire un petit de 12 ans, il n'arrivera pas à être patient pour attendre, il n'arrivera pas à prendre 50 plaques d'immatriculation de police, il n'arrivera pas à reconnaître... Enfin, c'est compliqué. Pour ceux qui ont des enfants, vous voyez qu'à 12 ans, on n'arrivera pas à faire ça. C'est vers 14-15 ans qu'on y arrive. Et en plus, c'est un âge où ils sont faciles à exploiter, ils sont faciles à emmener. Donc c'est plutôt vers cet âge-là. La nouveauté, c'est qu'avant, les jeunes, ils étaient utilisés pour des tout petits postes. Et donc on les voyait peut-être moins. Depuis 2010 jusqu'à 2015, il y a eu une bascule, les réseaux de stupéfiants se sont organisés complètement différemment. C'est plus pyramidal, comme on le répète trop souvent. Il n'y a pas de grand chef et dessous toute une série de lieutenants, ça s'est arrêté. Vous refusez de parler de mafia d'ailleurs. Voilà, c'est pas une mafia. Attention, c'est une pègre importante, mais c'est pas une mafia dans le sens où tu peux prendre tous les juges anti-mafia de la Terre, on n'arrivera pas à avoir ça, parce qu'il n'y a pas de grand chef qui donne des ordres. Il y a un fournisseur, il y a des fournisseurs au niveau mondial, qui sont internationaux, il y en a très peu en France, où ils sont ailleurs, disons. Et après, il y a les semi-grossistes, c'est les gros dealers, et ils font travailler des jeunes, mais c'est comme Uber, quoi. C'est archipélisé, pour parler. C'est pour ça qu'il y a autant de 14-15 ans aujourd'hui qui se retrouvent dans des règlements. Et c'est pour ça qu'eux, ils s'entretuent, ils sont tous endettés. Ils veulent prendre le terrain de l'autre. Et quand ils sont pas endettés, on leur doit des sous. Ils veulent prendre le terrain de l'autre. En fait, ils s'entretuent. Mais ceux qui vendent de la drogue, les semi-grossistes, ceux qui font les 600 kilos, 800 kilos, ceux-là, ils ont tout à gagner à ce que ça s'entretue, parce que ça fera pas de concurrence pour demain. Et en plus, ça négocie pas les prix. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre au prix fort. Donc, que ça s'entretue est une bonne chose pour eux. Pardon, on parle beaucoup des enfants et de leur jeunesse. Les parents. Les parents, dans mon livre, on voit bien qu'il y a des parents qui essayent parfois. Exactement. Et que pourtant, ça marche pas. Et justement, pourquoi ? Et après, il y a des parents parfois qui profitent aussi du stup, mais pas longtemps. En fait, ils ont eux-mêmes une vulnérabilité, les parents. Je donne un exemple simple, c'est-à-dire des parents, le papa il est agent de sécurité, la maman femme de ménage, c'est courant dans une cité, ils finissent tard le soir, le gamin quand il rentre, il est tout seul. Et un gamin à 14 ans qui est tout seul, il sera facile à aspirer. Souvent, il reste en bas, au pied d'immeuble, et ça va. Les parents, après, ils vont, comme ils disent, ils vont le serrer une fois à la maison. Ils vont être durs avec, mais c'est déjà trop tard. Et donc,
Avant, il y avait les centres sociaux, il y avait l'adulte dans la cité. Maintenant, il n'y a plus d'adultes. On laisse des gosses, c'est Sa Majesté des mouches, on laisse des gosses entre eux. Débrouillez-vous, il n'y a plus d'adultes. S'il n'y a plus d'adultes, ils se comportent comme des gosses. C'est-à-dire, c'est cruel, les gosses entre eux. Et en plus, on y met un contexte très, très terrible, très dur. Et donc, ça va donner cette effervescence du mal, quoi, qu'on peut avoir dans la cité. Et il faudrait remettre de l'adulte. Alors, comment? J'en ai aucune idée, moi. Mais il faut remettre de l'adulte, comme il y a eu, par le passé, il y avait les centres sociaux. C'est vrai que maintenant, on donne plus d'argent pour ça. On met de l'argent sur Place Nette, mais on met plus d'argent sur la présence de l'adulte dans les cités. Et la police de proximité, ça peut être un retour de l'adulte. Oui, mais il faut 10 ans pour remettre une. Ouais. Moi, je suis pour une police de proximité qui reprendrait la main dans les quartiers, il faut 10-15 ans. Et ça marcherait au bout de 5 ans, mais pour que ce soit vraiment mis en place, c'est 10 ans. Ça veut tout simplement dire, les gamins qui ont 5 ans maintenant, dans 10 ans, ils auront 15 ans, ils auront accepté la police. C'est ça que ça veut dire quand je dis que ça prend 10 ans. Et après, petit à petit, tu enlèves la police répressive ou tu la mets à distance. On a mis un travail de fond. Non, vous citiez Sa Majesté des mouches, en fait, des enfants livrés à eux-mêmes. Et je trouve qu'en vous écoutant, et je pense qu'il faut vraiment vous lire parce qu'il y a un côté monographie vraiment sociale, il y a presque un côté Zola germinal du deal, avec des exploitants, des exploités, des petits cramés, et qui basculent dans l'ultraviolence très rapidement. Quand on discute avec des pénalistes, en fait, ils nous disent que les gros trafiquants, maintenant, ils sont à l'étranger, que les ordres sont donnés à l'étranger, et que justement, parce qu'on est endetté quand on est cramé, eh ben, on est prêt à prendre une calache. Mais pourquoi? Pour 5000 balles, histoire d'aller passer une bonne soirée en boîte, c'est ça, vous l'avez constaté. Mais même pour moi. Même pour moi. C'est-à-dire que c'est même pas on t'achète pour 5000, on t'achète parce qu'on va te tuer si tu tires pas. Parce que tu dois 10 000, tu dois 5 000, tu as volé 1 kilo pour te refaire, on sait que tu as volé 1 kilo. Enfin, c'est des trucs impossibles. On rajoute au milieu de ça des histoires des combats de coq, quoi, aussi, parce qu'ils sont aussi, c'est aussi des gamins. Enfin, c'est aussi ça, avec une culture où il faut être fort. Et ça donne ça donne de la violence immédiate et rapide, quoi. C'est même pas pour de l'argent qui se tue. Et il y a un autre aspect, une autre conséquence que vous décrivez dans vos écrits, pas seulement dans celui-là d'ailleurs, c'est la prostitution qui vient derrière. Puisque ces cramés sont endettés, surendettés, dans leur entourage proche, ils vont trouver une copine et puis devenir des macs, en fait, eux-mêmes. Ouais. Ça a été ma découverte. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, la prostitution a la conséquence c'est ce cramage, quoi. Là aussi, c'est encore pire, parce que c'est la prostitution de mineurs. C'est-à-dire que ça se passe, le phénomène. Les gamins, c'est assez simple, hein, finalement. Ils doivent beaucoup de sous. Ils ont remarqué que quand il y a eu là, je vais utiliser le mot mafia, la mafia nigériane qui est arrivée en France pas très longtemps, mais elle a été puissante, et notamment à Marseille en 2017, les Nigérians, la mafia nigérienne, pas les Nigériens, la mafia nigériane mettait les filles à la prostitution et les mecs faisaient aussi bien du vol que du stup. Les réseaux marseillais se sont rendus compte de ça et les ont chassés, avec l'aide de la police, j'ai envie de dire. Mais ils ont dit, c'est une bonne idée qu'ils ont, on va faire travailler les filles. Et donc, qui ont fait travailler les mineurs, c'est plus facile, parce qu'une adulte, c'est un peu plus dur. Donc, et là, ça va plus loin, c'est-à-dire que où ils vont trouver les filles dans les foyers de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont tellement sous-dotés, où il n'y a plus de moyens. Et avec le confinement, il y a eu en plus de monde qui a été mis, parce que pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'enfants battus, ou en tout cas de la maltraitance. On les a mis dans les foyers. Et c'est devenu un vivier, un endroit où on récupère les filles. Et là, on leur donne du protoxyde d'azote, c'est les ballons, vous voyez, malheureusement, il y en a beaucoup. Et protoxyde d'azote, ça fait que tu ne réalises pas ce que tu fais quand t'en prends beaucoup. Et donc, ça s'appelle les lover boys. C'est du gaz hilarant, mais quand on en prend beaucoup, on oublie complètement ce qui se passe. On est hors du temps, hors de tout. Comme une soumission chimique. On en c'est un peu ça, c'est une forme de soumission chimique. Mais au début, c'est festif, c'est marrant, on rigole. Ouais. Et après, elles sont complètement shootées. À la fin, on finit paralysé en plus. En lisant votre livre, moi, je me suis demandé si votre prochain livre ne porterait pas justement sur ce phénomène de la prostitution. Franchement, je me suis posé la question. Ça pourrait, mais j'espère que celui-là fera déjà un peu prendre. Parce oui, parce qu'effectivement, on a tous, je pense, noté effectivement la partie engrenage avec la prostitution également. On a parlé des enfants, on a parlé des parents, la population de ces quartiers. Je prends un autre exemple de l'actualité qui a marqué tout le monde ces dernières heures, c'est ce qui s'est passé du côté d'Échirolles, parce que c'est même à midi, là c'est dans 10 minutes, ils ont jusqu'à 10 minutes les habitants d'un quartier de Grenoble pour plier bagages, parce qu'il y a les dealers qui ont pris leur place. Voilà. Et c'est la mairie même qui leur dit partez, le temps des travaux, parce que ce n'est plus vivable. Comment la population vit-elle cela, vous qui avez vécu à leur côté? C'est un traumatisme permanent. C'est-à-dire que les populations
Quand on me dit dans les quartiers, ils en profitent, ils en bénéficient très peu de temps quand ils en bénéficient. C'est-à-dire quand il faut payer les loyers, quand le fiston il commence à ramener des sous, ça ne dure pas longtemps. Il y a quelques familles de temps en temps qui sont complètement véreuses, hein, ça arrive. Et ceux-là, généralement, ils finissent sous les balles ou en prison. Hein, faut pas les envier, hein, outre mesure. Et donc, mais la masse des gens sont complètement asservis par les réseaux. Puisque, comme on a une réponse qui est uniquement répressive, on ne peut pas être partout en même temps, donc ça ne marche pas. Et pendant qu'on est quelque part, ils vont ailleurs. C'est là qu'il y a de la tension qui se crée. Et puis, comme ils savent qu'il faut faire vite, ils chassent les gens. Et en fait, quand on chasse les gens, ceux qui restent vont être les vulnérables. Il y a une sélection de ceux qu'on exploitera derrière pour être nourris, c'est-à-dire ceux qui gardent la drogue ou les armes, ou pour travailler pour eux, pour 3 fois rien, voire pour rien du tout. Je me fais la porte-parole peut-être de la dernière question, parce que pendant la pub, pour être tout à fait transparente, on vous a tous interrogé là-dessus. Comment vous vivez-vous votre travail? Vous vivez toujours à Marseille. Vous avez été en immersion pour ces 3 livres hein, sur les monstres, et donc celui-ci qui est particulièrement touchant et vraiment, vraiment au contact. Vous êtes menacé? Je l'ai été sur mon premier livre, assez lourdement, mais c'est fini complètement. Après, il y a des méthodes... il faut aller discuter avec ceux qui menacent. Et soit on peut discuter directement, c'est rare, soit on utilise d'autres personnes, donc d'autres voyous, hein, ou d'autres anciens voyous, ou des écrivains de voyous, parce que vous savez, les voyous en prison, ils ont des gens qui écrivent pour eux, donc tu passes par eux. On peut passer par les médecins des voyous, les avocats des voyous, enfin il y a toute une possibilité. Et après, essayer de mettre au clair des choses, parce que moi je suis pas là, paradoxalement, on pourrait croire que ce que j'écris va les faire tomber derrière. Moi, mon but n'est pas de faire que les gens soient interpellés, ça c'est la police et la justice, c'est pas mon rôle. Moi, mon but c'est de raconter ce qui se passe. Et j'ai aussi toute une série de voyous qui sont pris dans ces réseaux aussi et qui sont très contents de ce que j'écris, et d'ailleurs je le raconte dans ce livre, et qui rentrent en contact avec moi, souvent de la prison, et avec qui on discute. Bon, c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours simple, j'ai été menacé, là sur ce livre je le serai pas, ça va aller. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, c'était franchement passionnant, je vous remercie tous les 4, et vous en particulier, je leur montre moi le livre, parce que franchement on apprend beaucoup de choses, mais c'est très touchant, et ça on peut être surpris. Cramer les enfants du monstre, c'est Julliard, les éditions Julliard, je vous remercie.